borilela kongwa be anyakeni denunye borilela konoro filina na anyakeni akalon kalanyanu fe donia yanu fe ngabarata nunye uye siradanye kante do ubara uye giri ajidanye kante teme katufe kabako konoro filiko dabali bankole nimbedi demisa umana. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este tercer seminario África y la juventud migrante centrado en la movilidad humana. Organizado por la Red Canaria Acogida, que surge a partir de la unión de la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias, la Fundación Canaria Maín y el Secretariado Diocesano de Migraciones, con la finalidad de llevar a cabo una atención más integral, centrada en derechos y en ofrecer una atención mucho más humana a las personas que migran. Actualmente la Junta Directiva de la Red está integrada por Mame Cheikh como presidente, Ana María Cabrera, que asume la vicepresidencia, Teodoro González, que es el tesorero, y yo, que soy Elizabeth Santana y soy la secretaria de la Red. En cuanto a la organización del seminario, les voy a comentar algunos aspectos técnicos, ya que todas las personas inscritas cuentan con la programación y han recibido en su correo las recomendaciones generales. No obstante, les recuerdo que pueden elegir el idioma desde el botón Interpretación. A través del chat del canal pueden hacer las preguntas que consideren a los ponentes y estas serán trasladadas a los intervinientes al finalizar sus intervenciones. Se realizará una pausa de 5 minutos tras la segunda ponencia y el seminario está siendo grabado para su posterior difusión y publicación. Y ya por último doy paso a mi compañero Teodoro, que dará comienzo a este tercer seminario. Bienvenidos. Vamos a ver. Buenos días a todos. Mis buenos días a Carmelo, porque es la persona que nos va un poco a representar a nivel institucional en este evento. Presentar a Carmelo para mí es una especie de recreación de mi relación amistosa, y lo digo en público, con él, porque le conocí el año 1985. Él era entonces, creo que alcalde de Santa Lucía, y nos vino a visitar en el manicomio donde yo trabajaba. Y me sorprendió su cabello blanco y su cara de niño. Pero cuando le oí hablar como un viejo, en el sentido africano de la palabra. Hablaba en verdad y hablaba con sentimiento. Y él es seguido. Y hemos estado juntos en muchas batallas y me ha parecido siempre una de las personas más coherentes que he conocido aquí en Gran Canaria. Su coherencia no solamente es un compromiso con nosotros, es un compromiso de la solidaridad de una institución como el Cabildo. Y desde esa consejería que lleva a él, siempre ha estado al lado de las personas que necesitan de la solidaridad. Me gustaría tener tiempo para hablaros de Carmelo, pero no es el caso. Solamente señalarle la vinculación de esta persona con las causas africanas, desde el Sáhara, Guinea Ecuatorial, y en la zona de India, América Latina, etcétera, etcétera. Yo tengo una cosa con él que se lo voy a decir. En un cartel de San Juan de Dios hay una cosa que pone, hay una persona llevando a su hermano a cuestas, que está limitado, y dice, no pesa, es mi hermano. Y está bien, pero Carmelo
en lo que yo le conozco, suele decir, y creo que no me va a contradecir, suele decir que sí, que pesa, pero es mi hermano. Y Carmelo también se pregunta, ¿por qué pesa tanto? ¿Y cómo podemos aliviar el peso entre todos? Y creo que eso es lo que yo puedo decir de Carmelo en profundidad. Y creo que el mensaje queda claro. Gracias, Carmelo, por ayudarnos a llevar el trabajo de la solidaridad a todos los niveles y en todos los lugares. Muchas gracias y que tengas un buen día. Pues muy 45, hace ya pues más de 40 y pico de años, ¿no? 35 años. Pero bueno, me alegro que haya sacado eso, ¿no? Como Teodoro es un amigo, siempre cuando un amigo habla de otro amigo, siempre exagera los elogios. Así que tengan en cuenta que esas palabras que ha dicho Teodoro en relación a mi persona, hay que hacer el correspondiente descuento que corresponde a la amistad. Yo quiero saludar en nombre del Cabildo de Gran Canaria a este tercer seminario de África y la juventud migrante. Saludar a la comisión organizadora, a la Red Canaria de Acogida, que son los que inspiran este evento. Y antes de comenzar, pues mantener un recuerdo ante la tragedia que ha sucedido en estos días, ayer en concreto, cuando ha aparecido ya el cuerpo de una de las niñas asesinadas en Tenerife, ¿no? Nuestra condolencia para la familia, para toda la sociedad que lucha por un mundo mejor y de manera muy especial para las mujeres, ¿no? Porque esto es una tragedia, es hacer daño en lo peor que se puede hacer. En relación al seminario, quiero compartir con ustedes en estos momentos 4 reflexiones. Primero, hoy hay más de 250 millones de personas que se ven obligadas a la migración forzada, que no emigran por gusto, sino que víctimas del hambre, de la violencia, de la guerra, de la violación de los derechos humanos, de la pobreza extrema, del cambio climático o de la falta de perspectiva para poder vivir dignamente, se ven obligadas a emigrar. 250 millones en todo el mundo. Y las causas, si hay pobreza, si hay violencia, es porque hay todo un sistema económico, político, institucional, cultural a nivel mundial que está al servicio de las grandes potencias y al servicio de las grandes multinacionales. Por tanto, la gente no emigra por casualidad, sino emigra forzada por este sistema perverso, injusto, que hoy extiende su dominio en toda la humanidad. Hay que decir también que más del 90% del movimiento migratorio lo soportan los países empobrecidos, los países africanos, los países asiáticos, los países latinoamericanos. A los países enriquecidos la presión cuando llegan grupos de migrantes por mar o por tierra, eso no sobrepasa el 10% y soy muy exagerado. El 90% de la migración, del movimiento migratorio, están en los países empobrecidos. Y esto es un drama que provoca muerte, sufrimiento, frustración, desaparecido, y en este drama la peor parte
como en muchas cosas lo lleva también la mujer. La segunda reflexión es que hay que denunciar la política migratoria de los países enriquecidos. Las murallas, alambrar la frontera, militarizar la frontera, externalizar el control de la frontera o la expulsión de los migrantes que están indocumentados, lo único que genera es más las políticas del odio, las políticas de la agonía, y prolonga esta situación. Los países enriquecidos no llevan una política de desarrollo de los países empobrecidos. Al contrario, lo que hacen es mantener la pobreza, mantener los sistemas que provocan el expolio de los recursos y no afrontar nunca las causas que generan esta situación. Y esto no se resuelve con la ayuda al desarrollo, que muchas veces no pasa del 0,2 o el 0,3% del Producto Interior Bruto de cada país, pero a través de este sistema diabólico internacional se drena a los países empobrecidos de más del 30% de su Producto Interior Bruto. Por tanto, esta política lo único que hace es aumentar el abismo entre el norte desarrollado y el sur empobrecido. La tercera cuestión: la inmensa mayoría, por no decir casi todos, los migrantes son jóvenes, salen siempre de sus países los más preparados, los más fuertes, los más emprendedores, y esto provoca otro drama para el propio país, y es la fuga de cerebro, el robo de cerebro, la descapitalización de la gente más preparada, que va a impedir el desarrollo del propio país. Por tanto, además, esta migración lo que va a provocar es favorecer el desarrollo de los países enriquecidos. Un ejemplo son las becas. Cuando hay políticas de becas con algún pueblo de un país empobrecido, normalmente más del 90% de los becados luego se quedan a trabajar, no regresan a su país, sino se quedan a trabajar en los países que le han becado, ¿no? Y la cuarta consideración es la necesidad y la urgencia de seguir fomentando las políticas de solidaridad, políticas que propicien realmente el desarrollo económico, el desarrollo social de los países empobrecidos. Hay que dejar de robar, hay que cambiar las estructuras económicas, políticas, institucionales que son la causa de este empobrecimiento planificado. Hay que seguir fomentando la sensibilización, el rechazo a las políticas de extranjería de la Unión Europea, de los países de los Estados Unidos o de los países árabes que son petroleros, ¿no? Hay que fomentar como prioridad la educación como estrategia para salir de la pobreza. Hay que seguir fomentando el respeto a los derechos humanos, a los derechos económicos, a los derechos culturales, en definitiva, a la identidad de los pueblos. Y me parece muy importante favorecer las redes norte-sur, las redes de gente, de organizaciones que trabajan por un mundo más justo, más igualitario, tanto en el norte como en el sur. Me parece que ese reto hay que seguirlo impulsando, sobre todo cuando vivimos en un planeta globalizado, pero que lo que está más globalizado es la explotación, es la injusticia. Hay que globalizar
la solidaridad. Por tanto, muchísimas gracias por esta invitación, muchas gracias también por el trabajo, por el compromiso que cada uno en la trinchera que ha elegido y donde está desarrollando en beneficio de la gente que no lo puede hacer, de la gente que está absolutamente dependiente y muchísimas gracias porque todo eso es contribuir a una sociedad fraterna. Así que a seguir trabajando y éxito en esta ponencia y en este trabajo que inician ahora. Gracias. Gracias. Buenos días y muchísimas gracias a usted, don Carlos, para la apertura de este tercer seminario, África, Juventud y Migración. Reiterar lo que dijo mi compañero Teodoro, aparte de su trabajo excepcional en el Cabildo, con la cooperación y la solidaridad con los países africanos, don Carmelo a nivel personal es una persona implicada y comprometida en la lucha por los derechos de las personas. Muchísimas gracias de nuevo. Y ahora seguimos con el programa y tuvimos un pequeño cambio por cuestiones técnicas y logísticas. En lugar de empezar con el tema de infancia e inmigración, vamos a empezar con el tema mujer y madre migrante. Y para ellos contamos con doña Natalie Medla Muñe. Doña Natalie es escritora y viajera. Es profesora bibliotecaria en Bretaña, donde tiene parte de sus raíces de raza mestiza. Cree en la importancia de la transmisión y el compartir de culturas, en palabras que satisfagan, canten y conmuevan la conciencia. Desde 2007 trabajo con Aminata Traoré, ex ministra de la Cultura de Mali, y en el marco del foro para otro Mali. Y el Centro Amadou Hampâté, que es un centro donde trabajan con los jóvenes africanos en torno al tema de la migración. Juntas son las madrinas del Festival Parolés Indigno en Arles, que ofrece otra forma de decir el mundo. Pues Natalie, un placer, tienes la palabra y bienvenida. Bonjour, je m'appelle Nathalie Mdela-Mounié, je suis enseignante, écrivaine et militante des droits humains. Je travaille depuis des années autour de la question de la mobilité et des migrations, notamment avec Aminata Dramane Traoré, donc ex-ministre, dans le cadre du Forum, c'est-à-dire le Forum pour un autre Mali, et aussi dans le cadre du Centre Amadou Hampâté. Donc je me rends habituellement, régulièrement au Mali, mais effectivement, la donne a un petit peu changé pendant cette pandémie. J'ai donc un regard un peu décentré, étant à la fois en France, au Mali, mais aussi dans ces entre-deux où je me rends pour mes différentes activités, ces entre-deux comme la Grèce, le Liban, la Turquie, les pays nordiques, où j'ai l'occasion de rencontrer des hommes, des femmes, des enfants qui sont sur leur parcours migratoire. Et le travail qui est fait avec eux est souvent un travail autour du témoignage et de la littérature. Il est probable aussi que si j'ai un regard un peu décentré, c'est parce que je suis métisse et que donc finalement c'est un petit peu structurel chez moi. Donc pour la petite histoire, j'ai rencontré Aminata Traoré en 2007. Suite à l'arrestation de Maliens qui avaient été raflés, on peut dire ça, dans un petit village breton. Et ce petit village s'était mis à soutenir tous ces gens finalement qui ne fréquentaient pas, qui ne connaissaient pas. Et ils avaient été très émus par leur histoire et ils s'étaient demandé comment c'était possible qu'on soit sans papier. Qu'est-ce qui faisait que ces gens partaient de leur pays, donc là c'était du Mali, et prenaient tant de risques pour venir jusque dans ce petit village. Donc, j'avais écrit un petit
livre qui s'appelle Sans patrie, à partir de témoignages. Et en 2007, donc, Aminata est venue faire une conférence. À l'issue de cette conférence, on s'est rencontrés et je lui ai donné ce livre qu'elle a lu dans le train qui l'a ramenée à Paris. Et elle a été intéressée, elle a été émue par cette histoire qui ressemblait à tant d'histoires dont elle avait entendu parler. Bon, il était à ce moment-là essentiellement question d'hommes. Et elle m'a demandé de venir travailler avec elle au Centre Amadou Hampâté-Bâ, au Forum, à Bamako, ce que j'ai fait et que je n'ai plus jamais cessé de faire depuis. Donc, voilà, on m'a demandé de parler plutôt des femmes et des jeunes, et c'est effectivement ce en quoi c'est ceux avec qui nous travaillons le plus maintenant. Les femmes qui sont des candidates au départ, elles-mêmes, qui sont aussi les mères des jeunes qui partent, ou les compagnes, les épouses de ceux qui partent. Et avec les jeunes aussi, qui sont à la fois des candidats au départ, et puis ceux qu'on appelle aussi des retournés, c'est-à-dire qui ont essayé de faire le voyage et qui ont été bloqués. L'intérêt d'Aminata à travers le forum qu'elle a créé, le Centre Amadou Hampâté-Bâ, remonte notamment aux événements de 2005 dans les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla au Maroc, quand 14 candidats au départ subsahariens étaient morts et que de nombreux migrants avaient été brutalement arrêtés, relâchés dans le désert sans rien, avec l'ordre de rentrer chez eux. Aminata et ses alliés les ont vus arriver à Bamako, dans cette espèce de cul-de-sac, des hommes, des femmes aussi, des corps malmenés, le cœur, l'espoir en miettes. Et à partir de ce moment-là, ils ont mis en place des mesures pour les accueillir, les aider, à travers différents événements, on va dire. Il y a d'abord eu les journées commémoratives des événements de Ceuta et Melilla dont je parlais tout à l'heure, qui ont été organisées par le CABA et le Forum du 29 septembre au 6 octobre 2006. Et le titre était « Pourquoi partent-ils ?» Ces journées ont mobilisé plus de 200 migrants, des acteurs sociaux, culturels du Mali, d'Afrique et d'Europe. Et les conclusions ont été consignées dans un document, un petit livre qui a été publié avec les éditions Perséide et Tahama, qui s'appelait Ceuta et Melilla, mais pourquoi partent-ils? Et vraiment, la parole leur a été donnée. Et depuis, un événement annuel en décembre a lieu qui s'appelle Migrance. À travers cet événement, nous ne cessons de nous interroger à partir de quel moment et pourquoi des Maliennes, des Maliens, des Sénégalais, des Sénégalaises, des Nigériens, des Nigériennes et d'autres candidats africaines à l'émigration frappent aux portes de l'Europe toujours plus cadenassée. On s'est demandé que faire pour les aider, pour défendre leurs droits humains, quelle alternative économique, politique, sociale, culturelle et environnementale inventer. Et c'est donc très vite avec les jeunes, les femmes, que le travail a été orienté. Alors, ce travail s'est fait autour, par exemple, de l'aide aux études, du retour aux études, qui n'était pas toujours facile. Il y a des jeunes qui ont suivi cette voie-là. Le travail a été aussi autour de la reconstruction de soi, par l'art, l'artisanat. Les jeunes, notamment, ont fait des tableaux à partir de divers matériaux, ils ont fait des sculptures, ils ont fait de la vannerie. L'aide a été un retour au travail dans des domaines qui les intéressaient, qui soient des alternatives décentes au départ, parce qu'il ne s'agit pas d'empêcher de partir, il s'agit de faire qu'on puisse avoir envie de rester et vivre correctement. Il s'agit aussi de mobiliser les mamans afin qu'elles n'incitent plus les jeunes à faire le voyage, ce voyage qui peut être si dangereux. Car la réalité, c'est qu'avant de prendre les armes, ou le large, parce qu'il en est question aussi, ou les deux, les jeunes auront cherché localement, et souvent en vain,
pour la plupart d'entre eux, à donner un sens à leur existence. Ils ne sont pas rien, ils ne sont pas là à rien faire, ils attendent. Les mères sont là, elles les voient sur le trottoir, elles les voient au grain et elles souffrent aussi pour eux de cette difficulté de vivre. Un regard, une oreille attentive, du travail, un revenu, une initiative de développement qui répond effectivement à leur faim ou à leur soif d'humanité aurait sauvé la plupart de ces jeunes-là. Concrètement, au centre Amadou en Patéba, les retournés, les candidats au départ, ont pu donc se reconstruire. Ils ont donc réalisé des objets à commercialiser, des tableaux, je disais tout à l'heure. Certains d'autres sont retournés à la terre, on les a aidés aussi avec des moyens de production. Cette terre qu'ils avaient quittée, beaucoup étant fils de cultivateurs et cultivateurs eux-mêmes avant. Sur la route du départ à Didiani, une maison de passage, une case de passage a été construite en matériaux locaux et les jeunes ont été initiés aux techniques traditionnelles de construction et puis techniques un peu écologiques qui correspondent bien au milieu et qui ne sont pas excessivement chères. Ça a aussi bien marché. Dans les autres initiatives, j'aimerais bien citer aussi la jeune Clarisse Somoubé, qui a été aidée, elle, pour écrire le récit de son voyage. C'était une jeune Camerounaise qui a vraiment essayé de passer et qui a eu une histoire absolument difficile, mais qu'elle a tenu à mettre en mots avec une plume magnifique. Et son livre, donc remarquablement bien écrit, a été publié par une maison d'édition française en coédition avec Tahama, l'édition malienne, et il s'appelle Le Piège. Ça lui a permis de témoigner de nombreuses fois et très curieusement, finalement, a posteriori, elle qui était une retournée, elle a pu voyager, mais elle avait envie à ce moment-là de se stabiliser en Afrique et particulièrement au Mali, où elle a vraiment excellé dans le travail qu'elle a fait. Donc, un autre travail. Ce qui a été fait aussi avec les hommes et les femmes, mais je me souviens notamment d'une jeune femme qui jouait son rôle de mère en voyage. Un spectacle, Tahama, chanté, dansé, qui a été conçu par Aminata Traoré et chorégraphié par le grand Souleymane Koli. Et donc, ça a été fait avec des professionnels, mais aussi, et c'est ça le plus important, ça a été fait avec des retournés qui jouaient leur propre rôle. Et c'était passionnant, c'était émouvant, c'était d'une qualité artistique et ça leur a fait un bien, mais voilà, autre chose qui a été fait. Donc ça a été montré de nombreuses fois, notamment à Bamako. Je me rappelle d'une fois notamment au Petit Marché où les enfants étaient venus, où plein de gens étaient venus pour voir. C'était vraiment très, très émouvant et très intéressant. Et ça a été aussi montré dans un plus grand cadre au Forum social mondial de Dakar en 2011. Alors, autre initiative, lors de ce forum social, il y a une rencontre entre des femmes maliennes et des femmes sénégalaises, touchées par la même douleur d'émigration mortelle qui les affecte en tant que femmes et en tant que mères. Elles se sont notamment retrouvées sur la plage de Thiaroye-sur-Mer, autour d'une banderole où les noms des derniers disparus en mer étaient écrits. Elles ont pris la parole, chacune dans leur langue, et elles ont formé un cercle de silence qui a été partagé avec tous ceux qui le souhaitaient. C'est extrêmement émouvant, et avec toute une réflexion aussi sur comment faire pour que nos jeunes ne partent plus. Et à ce moment-là, il y avait aussi Yahi Bayam Diouf qui était là, et qui avait déjà commencé à créer une association justement pour prévenir ces départs mortifères. Et le contact entre les deux communautés de femmes, maliennes et sénégalaises, a été maintenu. Et en 2015, Aminata Traoré a envoyé une lettre à Yahi Bayam Diouf, qui a été publiée d'ailleurs dans le Monde diplomatique. Elle l'avait rencontrée donc à Dakar et elle s'était finalement, elle aussi, elle était aussi finalement l'espèce de leader de femmes engagées dans la lutte pour proposer des alternatives dignes au voyage vers l'Europe.
Elle a donc été invitée, Yayi Bayam Diouf, à Bamako, et elle a participé à cette dynamique en cours de création à Bamako à cet instant-là. Et je voudrais donc, à ce moment, vous lire la lettre parce qu'elle est très intéressante et qu'elle est bien dans la thématique de ce séminaire. La lettre que Kaminata a écrite à Yaye et qui est aussi une lettre à toutes les femmes concernées. Et c'est, je pense que ça vaut le coup que je vous la lise. Lettre à Yayi Bayam Diouf, ma sœur. Le sang de tes concitoyens et presque autant des miens figure parmi les 800 morts du naufrage du 18 avril 2015 au large de la Sicile. Nombreux sont ceux dont on ne parle déjà plus, ceux dont on ne parlera jamais, enfouis dans ces fosses communes que sont devenues le désert du Sahara et la Méditerranée. Ton fils unique est un jour parti pour l'Europe, avec 89 autres jeunes de Tiaroy, à bord d'une embarcation que la mer a engloutie. Nous nous sommes rencontrés parce que dans mon pays, d'autres mères de migrants disparus, qui ne veulent ni oublier ni baisser les bras, m'ont interpellée. Nous n'avons pas vu nos enfants ni vivants ni morts. La mer les a tués. Pourquoi? Elle ne savait rien non plus de cette mer tueuse, notre pays, le Mali, étant enclavé. Je me souviendrai toujours, courageuse Yahi, de ce profond moment de recueillement, de communion et de partage qu'aura été le cercle de silence que nous avons organisé ensemble lors du Forum social mondial de Dakar en février 2011. Nous espérions que nos prises de parole, nos mobilisations ainsi que nos initiatives de femmes à la base, dans nos villages et nos quartiers, auraient contribué de manière significative à conjurer ce sort que la mondialisation néolibérale inflige à tant d'humains de par le monde. Des milliers de kilomètres de murs sont en train d'être érigés pour séparer les peuples en les dressant les uns contre les autres, alors qu'ils seraient capables d'empathie, de fraternité et de solidarité véritable s'ils se savaient broyer par le même rouleau compresseur. Mais aux blessés européens du capitalisme mondialisé et financiarisé, ceux qui jouent sur les peurs laissent entendre que l'Afrique a été aidée en vain. Le paysage politique européen en est aujourd'hui transformé. Les extrêmes droites qui s'enracinent dans ce terreau progressent et défient les autres formations. Les droites et, comble de l'horreur, une partie de la gauche qui ne peut pas se laisser distancer dans la surenchère sur la protection des Européens contre ces barbares, occulte le pillage des richesses du continent, les ingérences et les guerres de convoitise. Ce sera de l'humanité pour les migrants éligibles à la loi sur l'asile et de la fermeté pour les migrants dits économiques. Ils sont majoritairement subsahariens et noirs. L'Europe est-elle capable d'écoute? Demandons-nous, l'écrivaine Nathalie Mdela-Mounier et moi, dans le monologue européen. Pour l'heure, nous en doutons. Nous vivons, cher Yahi, un grand moment de dévoilement de la nature et des dessous de ce puissant voisin à travers sa gestion de la question migratoire et de la crise de la dette grecque. Ce tournant offre une occasion historique de comprendre l'Europe telle qu'elle est devenue et non pas telle qu'elle voulait se donner à voir en cette année 2015 qu'elle a proclamée année européenne du développement, ce qui aurait pu être une opération de communication de plus visant à soigner son image du plus grand contributeur à l'aide au développement. De nombreux citoyens européens ne reconnaissent pas le projet des pères fondateurs dans le bras de fer qu'il a opposé au peuple et au gouvernement démocratiquement élu de la Grèce jusqu'à ce que ceux-ci cèdent. Elle persiste ainsi dans l'horreur économique. Comme dans ce pays,
au Mali, au Sénégal et ailleurs en Afrique, le courage des réformes douloureuses consiste pour les dirigeants démocratiquement élus à imposer à leur peuple des mesures assassines au nom d'une dette extérieure contractée à leur insu pour les dépenses non conformes, la plupart du temps, à leurs besoins prioritaires. Je passe un petit passage pour continuer, que ce ne soit pas trop long. Mais ça n'entame en rien la lecture et la compréhension de la lettre. Fermeté est le maître mot de l'Union européenne, tant dans sa gestion de la crise grecque que dans celle des flux migratoires en Méditerranée. Combien de Grecs ont-ils pris le large ces 6 derniers mois? Et combien seront-ils à émigrer dans les mois à venir? À quelle forme de violence faut-il s'attendre dans ce pays dont la jeunesse, contrairement à une partie de celle de la France, de la Belgique et du Royaume-Uni, n'est pas attirée par le djihadisme? Pourquoi ceux qui prétendent lutter contre ce dernier phénomène ne se disent-ils pas que des projets migratoires avortés peuvent pousser les jeunes à se radicaliser? Je me pose cette question, Yahi, à propos du nord de mon pays, où ceux qui n'ont plus la possibilité d'aller travailler en Libye sont parfois devenus passeurs, djihadistes ou narcotrafiquants. Je passe aussi un passage. Comme pour répondre à Federica Mogherini qui disait que les cibles ne sont pas les migrants mais ceux qui gagnent de l'argent sur leur vie et trop souvent sur leur mort, Yayori Coulibaly de Didieni, donc le village dont je vous parlais tout à l'heure où a été construite une maison de passage, qui a elle aussi perdu un fils dans le naufrage, dit ceci: faites en sorte que nos enfants puissent travailler et vivre dignement ici. Que dis-tu d'autre toi-même, Yahi, lorsque tu rends compte du bouleversement de fond en comble de la vie des communautés de pêcheurs, du fait du pillage des eaux poissonneuses du Sénégal? Par le passé, il suffisait, fais-tu remarquer, d'aller à 100 mètres des côtes pour accéder aux poissons qui vous garantissaient l'alimentation et le revenu dans la dignité. À présent, ces accords de pêche, déséquilibrés et injustes, permettent à des bateaux-usines de séjourner des mois durant et à la barbe des pêcheurs pour se servir et mettre le poisson en boîte avant de lever l'ancre. Qu'y a-t-il d'étonnant à ce que les pêcheurs appauvris et désemparés, comme des paysans sans terre, des commerçants ruinés par les produits subventionnés qui inondent nos marchés, ou des migrants humiliés, deviennent des passeurs? L'offre de ces derniers répond par ailleurs à une demande incompressible. Demande pour un départ qui a tout d'une fuite, dans l'espoir de revenir plus tard et de vivre mieux parmi et avec les siens. Mais tout est verrouillé, Yahi, comme tu le rappelles. Des navires, des hélicoptères et des avions survolent les côtes pour que ceux qui n'ont plus les moyens de gagner leur vie chez eux ne puissent pas non plus émigrer. Aux injustices et aux frustrations engendrées par ces accords de pêche s'ajoutent l'assignation à résidence et l'humiliation liée à des accords migratoires injustes et déshumanisants. À l'issue de notre journée de réflexion, l'un des jeunes participants s'est adressé à toi en ces termes. « Chère maman Yahi, je suis moi aussi fils unique. Sèche tes larmes, la mère t'a enlevé un fils. Dis-toi que nous sommes tous tes enfants. J'en ai l'intime conviction, chère sœur. C'est pour cette raison que, avec le centre Amadou Hampâté-Bâ de Bamako et le Forum, nous avons décidé de promouvoir la notion de mère sociale. Aux valeurs guerrières du capitalisme mondialisé, financiarisé, opposons des valeurs pacifistes et humanistes. Les figures féminines, mères, tantes, sœurs aînées, qui les incarnent, jouent souvent un rôle central dans la préservation de la cohésion sociale et de la solidarité. Le Mali a cruellement besoin de ce socle culturel qui constitue une force intérieure de changement et de progrès. L'université citoyenne que nous nous sommes convenus de créer au dernier FSM de Tunis, en mars 2015, nous offrira le cadre de cette éducation citoyenne. Selon Suzanne Georges, la connaissance est toujours un antidote à la manipulation et au sentiment d'impuissance. Sans elle, on ne peut rien faire. Elle n'est pas une fin en soi, mais bien un préliminaire à l'action. C'est aussi ce que nous pensons, ce que nous disons
et ce qui donne sens à notre engagement et à notre combat. Aminata Dramane Traoré. Les femmes du Kaba ont aussi créé un réseau dynamique animé par des femmes, ce qu'on appelle les femmes sentinelles, qui sont là pour en trouver d'autres, pour travailler avec des petits groupes de femmes. Elles font un travail autour de questions qui traitent à la vie quotidienne, à leurs préoccupations. Elles essayent de trouver des réponses simples et efficaces. Elles se réunissent et puis elles parlent et on a pris effectivement leurs paroles, on l'a posé sur le papier, mais l'idée était effectivement qu'elles essayent de trouver elles-mêmes des solutions à tout un tas de problèmes et ça a donné lieu à un livre, un petit manifeste qui s'appelait « 1001 femmes debout ». Au départ, elles étaient un groupe de 150 femmes à débattre de la manière d'entretenir les rues pavées du quartier, de gérer les ordures ménagères, d'améliorer la qualité de la vie dans les familles, dans les quartiers. La prise de parole a été faite en petits groupes et il y avait des jeux de rôle qui ont libéré l'expression des unes et des autres. Elles étaient l'instituteur, elles étaient le maire, elles étaient elles-mêmes. Avec leurs mots, en langue bamanan, elles ont chanté, comme elles savent si bien le faire chez nous, en vaquant à leurs occupations. Et elles ont chanté leurs maudits mots de femmes, elles ont chanté leurs espérances, elles ont chanté leur rage, elles ont chanté leur joie. C'était absolument magnifique. Je donnerai à la modératrice l'un des chants qui traite justement des migrations qu'elles ont fait. Si elle peut le passer, moi je ne sais pas le faire, là, je ne suis pas du tout équipée pour tout ça ici. Elles ont en chœur répété des refrains pour ne pas oublier que le mal y a mal et qu'elles sont, tout comme les hommes, en tant qu'êtres humains, le remède dont il a le plus besoin. Les messages clés qui étaient extraits de leur propre analyse de la situation, je vous disais sur la santé, la scolarisation, l'immigration, ont fait l'objet de chansons utilisées dans l'information, l'éducation citoyenne et la mobilisation sociale. En citoyenne sentinelle, chaque femme a partagé les connaissances acquises avec 5 à 10 autres femmes qui constituent un groupe de plus de 1000 personnes. Ces fameuses 1001 femmes debout. Et ces gens se sont retrouvés réunis pour pouvoir être utilisés dans un ACD qu'elles ont réalisé qui s'appelle « Femmes en chœur ». Chœur avec CH, hein, le chœur des femmes qui chantent. Tout à l'heure, dans sa lettre, Aminata faisait référence aux mères sociales. Alors, il faut savoir aussi qu'une autre chose qui a été faite, comme ça, c'est un fameux manifeste des mères sociales qui a été publié grâce à ce réseau de citoyennes sentinelles, qui était à la fois des porte-plumes, des porte-voix, et en considérant que finalement, une écriture féminine alternative de l'état des lieux au Mali et en Afrique s'imposait. La mère sociale, hein, je le rappelle, ce n'est pas nécessairement la mère biologique, c'est celle qui sait prendre soin, en plus de ses propres enfants, des enfants des autres, des enfants d'autrui. Elle pourra contribuer à imprimer une nouvelle dynamique à la participation des femmes, à la reconstruction de ce que le capitalisme mondialisé est en train de détruire du point de vue humain, du point de vue social. Cela permet aux femmes qui se reconnaissent dans ce réseau de revendiquer d'être les mères de tous ces migrants ordinaires dont le nom ne sera même pas murmuré, ni écrit dans les journaux, ni inscrit dans un document d'identité ou un dossier de demande de régularisation. Ça leur permettra d'être les mères de tous ces réfugiés économiques, politiques, climatiques, qui arrivent morts vivants, par milliers aux portes de l'Europe forteresse, ou finissent emprisonnés dans l'Europe carcérale. Ça permettra à toutes ces femmes, et elles le font, de pouvoir dire à propos de tous les sacrifiés du système, ce sont nos enfants. Partir, revenir, circuler librement, c'est une évidence qui n'est pas celle d'une bonne partie de l'humanité. Nous constatons en France qu'il y a moins de primo-arrivants et que si peu arrivent, cela ne signifie pas que peu partent. Et parmi ceux qui arrivent, il y a de plus en plus de femmes et de jeunes.
Au Mali, Aminata m'a confirmé le manque de données diffusées sur la migration. L'actualité étant focalisée sur le djihadisme, mais ce n'est pas parce que l'on n'en parle pas que cela n'existe pas. Au contraire, la situation étant de plus en plus difficile à vivre, un regain d'intérêt pour la migration comme alternative au chômage, à l'embrigadement ou tout simplement au néant se trouve dans la migration. Car partir ne doit rien au hasard au Mali, on le sait. Il y a une tradition migratoire fort ancienne et le pays a une véritable culture de la mobilité qui se retrouve dans une certaine glorification de ces migrants. Cependant, alors que c'était plutôt le fait des hommes, depuis quelques années, le nombre de femmes partant sur les routes de la migration a beaucoup augmenté, tout comme celui des enfants. La difficulté est de plus en plus importante à cause des difficultés de gouverner l'ensemble du territoire et des graves crises internes que vit le pays ces dernières années. Autre élément qui a été réalisé avec les femmes, c'est ce fameux, en 2012, appel des femmes contre la guerre. Nous ne voulons pas d'une guerre par procuration. En gros, c'était le thème. Cet appel a été traduit en plein de langues et je le mettrai aussi à disposition de la modératrice si elle veut le faire passer. Voilà, cet appel a été fait à partir effectivement de réflexions des femmes qui s'étaient mobilisées au Kaba et au Forum. Il faut rappeler aussi que jusqu'au coup d'État de 2012, il n'y avait pas de contrôle des migrations ni de politique migratoire malienne réelle. Cependant, dans un contexte d'insécurité croissante sur les routes, de multiplication des risques d'agression, de rackets, de kidnapping, de la forte pression de l'Union européenne, en 2014, le gouvernement malien a créé une politique nationale de migration, ce qu'on appelle le PONAM, pour favoriser la protection et la sécurité des migrants à l'appui et l'appui à l'intégration des rapatriés. Mais bon, j'ai recherché des documents là-dessus et selon le magistrat Marman Maïga, qui était donc en charge de la sous-commission de protection des droits de l'homme, il disait que le rôle de la CNDH dans le domaine des migrations est très peu avancé. D'abord en raison de la nouveauté de cette CNDH qui a été créée en 2016 et il a fallu attendre 2018-2019 pour qu'elle commence réellement à fonctionner. Ensuite, en raison du conflit qui sévit toujours au Mali, les priorités sont accordées aux groupes de personnes encore plus vulnérables que les migrants qui passent par le Mali. Alors, on dit que le plan de travail de 2021 intégrera la protection des personnes déplacées à l'intérieur du pays, des réfugiés et des migrants. Et la CNDH travaille actuellement avec des organismes étrangers. Et en mars 2020, un protocole a été signé avec le Conseil danois pour les réfugiés afin d'étudier la situation des routes migratoires. Alors là, j'attends de voir ce que ça a donné quand on voit comment le Danemark traite ces réfugiés, ces migrants et les migrants qui arrivent. Je m'inquiète un peu de ça, mais je n'ai pas eu le temps de voir où est-ce que ça en était. Parce que malheureusement, en raison de la crise du Covid-19, la planification de l'agenda en 2020 a été encore retardée. Et voilà, on attend de voir un petit peu comment ça va évoluer. Pour l'instant, c'est encore très confus. J'aimerais aussi rappeler, même si c'est un peu vague, ça ne concerne pas que les femmes ni que les jeunes, que circuler, c'est un droit universel. Voyager, c'est un moyen de mieux comprendre le monde, dont nous mesurons encore davantage la nécessité et le bien fondé à l'aune de la pandémie. En effet, cette pandémie elle a assigné à résidence tout un pan de la population mondiale qui tenait pour acquis le fait de se déplacer sans entrave. Les voyageurs, les travailleurs, les vacanciers, les promeneurs de l'inutile, les promeneurs de l'indispensable, bref, tous des migrants en quelque sorte. Et ça l'a fait, finalement, cette pandémie, elle l'a mis en évidence que c'était la mobilité qui était quelque chose d'important, de nécessaire et qui devait être partagé, qui ne l'était pas. Et quand on en est empêché, c'est très compliqué. Car pour nombre d'habitants de cette planète, c'est l'assignation à résidence qui est la norme. Et du côté de ces voyageurs empêchés, en France, comme partout en Europe, les migrants sont de plus en plus persécutés. Et les décisions politiques ayant pour objectif de maintenir les migrants aux portes du continent européen sont tellement brutales. Femmes, enfants, familles, tout le monde est concerné. Il n'y a pas de respect pour personne. De plus en plus nombreux sont ceux à qui on voudrait interdire de bouger,
qui sont stigmatisées, arrêtées, jetées, brisées. De plus en plus de femmes, d'enfants, de mineurs isolés, qui partent si jeunes, de plus en plus jeunes, seuls, et qui ont de telles histoires à raconter, de telles douleurs à supporter, parce que souvent ils sont seuls, anonymes, inaudibles. Et je ne parle même pas de ceux qui meurent par milliers dans le silence des pierres et de la mer, et ceux qui sont tués une seconde fois par le silence des humains, parce qu'on n'en parle pas suffisamment. On ne dit pas aussi, par exemple, qu'en France, moi je le dis quand je suis ailleurs, et je sais de travailler aussi là-dessus en France, mais quand on veut demander un titre de séjour, c'est de plus en plus compliqué. Avoir un titre de séjour, obtenir l'asile, tout est fait pour dissuader, rejeter. On a fait une nouvelle chose, c'est ce qui s'appelle la dématérialisation, la numérisation. Tout se fait via Internet, via les réseaux. C'est opaque, c'est inaccessible, invisible. Et cette dématérialisation qui officiellement sert à éviter les queues interminables dans les préfectures crée de fait des queues qu'on pourrait qualifier de virtuelles, qui n'en finissent plus et que personne ne voit. Impossible de décrocher un rendez-vous. Les délais sont vite dépassés, les demandeurs acculés à l'illégalité. Qui le sait? Qui sait que nos administrations, les législateurs, l'État même, sont les premiers à bafouer la loi en toute impunité? Quid de la Convention de Genève? Quid de la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer? Quant aux mineurs, ils sont présupposés majeurs jusqu'à preuve du contraire après des tests humiliants et non valides. Nous avons eu connaissance aussi de femmes menacées de reconduite à la frontière et en grande angoisse qui se prostituaient jusque dans le centre de rétention administrative où elles auraient dû être protégées ou au moins respectées. Entre l'incurie de Frontex, la sous-traitance aux gardes-côtes libyens qui sont complices avec les trafiquants, les autorisations de travail demandées sur le continent de départ et, nouveauté, les canons assourdissants testés à la frontière gréco-turque pour créer un nouveau mur, alors une espèce de mur du son, adossé à un mur de séparation en acier, ils ne savent plus quoi inventer pour empêcher, pour refouler. Et puis, je voudrais aussi juste dire deux mots sur le nouveau pacte sur la migration et l'asile qui est en cours et qui est proposé par la Commission européenne. L'absurdité, c'est que les voies légales d'immigration ne sont même plus envisagées. Les temps sont graves. Ils sont graves pour tous, mais plus encore pour les femmes, les enfants qui sont tellement vulnérables. Alors pour terminer, je voulais juste citer le mot d'un jeune voyageur africain qui était de passage en Bretagne, où il était arrivé après un long et cruel parcours qui n'avait entamé ni ses désirs, ni sa farouche volonté. Un jour, je suis parti de mon pays. Ce même jour, j'ai claqué la porte derrière moi. Mais je n'ai jamais jeté la clé, car je retournerai. Toi, comme tu m'as accueilli, je t'accueillerai. Mais je repartirai si je veux. Voilà ce dont je voulais témoigner. J'espère que ce n'est pas trop confus et que ça correspondra un petit peu à vos attentes. J'espère aussi qu'on pourra échanger et que, voilà, que ça vous aura donné quelque chose à réfléchir. Je proposais aussi dans un autre sujet éventuellement la lecture d'un petit passage de Sans Patrie. Je vais envoyer ça aussi à la modératrice si elle pense que ça peut avoir un intérêt. Voilà. Au revoir. Muchísimas gracias, Natalie, y vamos a seguir con el segundo tema, que sería infancia migrante y derechos humanos.
Y para este tema contamos con el profesor Moore, que ya algunos ya lo conocen porque ha participado en los seminarios anteriores. Por lo tanto, hoy va a estar aquí también para hablarnos un poco de la infancia migrante y el derecho de los niños. Profesor Sorin Morbay es psicólogo, psicoterapeuta, es asesor de investigación sobre apoyo psicosocial a los niños y niñas en situación de vulnerabilidad en África Oeste. Y está en cargo de asuntos sociales y educativos de la Red Senegalesa para la Investigación sobre el SIDA, creada en agosto de 1998. Fue miembro del Comité Consultivo Africano en OMS, Organización Mundial de la Santé de Salud, entre 1999 y 2002. Y fue director también del Servicio Nacional de la Educación para la Santé, para la Salud en 2001-2002 y es experto en Derecho de la Infancia. Y actualmente es director y fundador de la ONG CEGIP, que es un centro de ayuda a la infancia y familia, que se creó desde 1988. Pues está aquí hoy con nosotros y tiene la palabra, profesor. Muchas gracias. Bonjour tout le monde, je suis Ken aux îles Canaries de m'associer à nouveau sur cette remarquable initiative qui doit nous situer par rapport à la migration des jeunes d'Afrique, particulièrement et du monde. Pour ma part, je vais remercier celle qui m'a précédée parce qu'elle a presque tout dit, hein, parce qu'elle a parlé de souffrance d'abord, souffrance de ces sociétés humaines qui voient leurs enfants périr dans les flots ou tout le long du désert. Souffrance de mères sur qui comptent les sociétés, parce que savoir, l'Afrique est dans une tonalité matriarcale, les sociétés sont matriarcales. Comme je dis, l'homme naît, nous sommes en puissance de femmes. Les mères, c'est sur elles que repose en fait toute la vie sociale, c'est sur elles que repose en fait la socialisation des enfants. Et en réalité, je ne dis pas que les parents ne sont pas affectés lorsqu'il y a des drames, mais c'est évident, c'est la socialisation par quelqu'un de pôle maternel. Donc, parfois, je suis un peu en difficulté là, en me disant mais de quoi je vais parler. Là, elle a presque tout dit du point de vue du drame que vivent ces sociétés humaines qui ont été désorganisées depuis plusieurs siècles. Parce qu'il faut l'Afrique, les États-Unis est un continent désespérément, je dirais même dépeuplé, parce qu'il faudrait peupler ces continents. Et il y a toujours eu dans nos traditions antécoloniales et anti-islamiques, anti-chrétiennes, il y a eu toujours eu une tradition de mobilité. La mobilité, nous, on a les frontières qui sont aujourd'hui là, sont des frontières qui ont été tracées à Berlin. Mais en deçà et au-delà de ces frontières, c'est des peuples qui commercent, c'est des peuples qui sont dans une situation de mobilité, parce que la mobilité est un acte de socialisation. Nos enfants bouger d'une communauté à l'autre selon c'est là où je suis. Donc, j'insiste beaucoup sur le fait que ceux qui sont les plus touchés dans nos communautés, ce sont les mères, parce que c'est elles aussi qui sont à la base des stratégies de migration. Comme je l'ai écrit, en Afrique, migrer, c'est d'abord migrer
par sa communauté, c'est la communauté qui vous prépare à la migration. Et dans cette communauté-là, la mère est une identité remarquable, c'est elle qui prépare par les pratiques magico-fétichistes à des fins d'éviter aux migrants des agréments, c'est elle qui maintient le lien comme un lien ombilical, et c'est sur elle aussi que repose l'échec ou la réussite. C'est là où où le drame se situe par rapport à toutes ces mères qui ont perdu leur enfant et à qui je rends hommage. Je connais bien Yaïba Mdouf, et travaillant sur le Sénégal et vivant sur la côte, j'ai vécu avec eux, avec elles, ces femmes, les drames pendant cette année 2020, où dans le seul village où moi j'habite, il y a eu plus de 6 jeunes moins de 18 ans disparus, et plus particulièrement qui nous a touché, mais la seule femme rescapée du naufrage du Joola, dont vous vous souvenez, cette seule femme qui est rescapée a perdu son fils dans le contexte de ce drame de 2020. Alors, je travaille sur la migration depuis de nombreuses années, surtout sur la mobilité des enfants. J'ai effectué des recherches, et ce qu'on perçoit, c'est qu'aujourd'hui, dans le contexte même interne à l'Afrique, parce qu'il faut le dire, nous avons une migration interne à notre continent qui n'a rien à voir avec l'Europe. Encore, je vous dis, sur 10 personnes qui arrivent en Europe, 10 migrants qui arrivent en Europe, il n'y a qu'un Africain. Il peut être de l'Afrique subsaharienne, il peut être du Maghreb. Donc, notre migration interne est fabuleuse d'un pays à l'autre. Les personnes circulent malgré ces frontières absurdes qui ont été établies. Et dans le travail que j'ai effectué, il est établi, de par les résultats, qu'aujourd'hui, les jeunes qui bougent, qui sont en situation de mobilité, sont en situation de risque. Parce que les routes ne sont pas balisées, les solidarités sont devenues changeantes, et bien souvent, il y a beaucoup de trafiquants. En fait, nous sommes dans le contexte d'une traite criminelle des jeunes gens. Et lorsqu'on évalue l'impact de cette migration sur les jeunes, on évoque énormément de situations de maltraitance, d'abus sexuels, de violences sexuelles, d'exploitation sexuelle, et qui installent l'enfant, je dirais l'enfant, dans du stress post-traumatique qui ne lui permettent ni de réussir en fait son projet migratoire, ni de se réadapter en cas de retour. Et vous connaissez les programmes de retour et d'accueil sont quelque peu pauvres du point de vue de la prise en compte de cette dimension de la santé mentale et de comment l'individu migrant est tout à fait impacté. Et je pense que c'est ce qui a conduit la Fédération à m'inviter il y a quelques années pour parler de santé mentale et de migration, et pour mettre l'accent aussi sur le fait que ces jeunes gens qui migrent, ils sont de culture en crise, mais dans lesquelles il y a quelque chose de résiduel qui configure leur psychisme, et qui donne sens à la fois à la migration, et qui donne sens aussi aux perceptions et à la santé mentale et au bien-être émotionnel. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que l'Afrique est en train de perdre énormément. L'Afrique est saignée parce que c'est des jeunes qui sont complètement démobilisés par rapport à ce que devrait être le projet, nos projets de société. C'est des ressources humaines que nous perdons, mais au-delà de cela, ceux qui nous reviennent aussi sont dans une situation telle que nous sommes obligés de les prendre en charge, et nous devons travailler à la réadaptation. L'appel que je lance, c'est que sur tous ces programmes que nous développons en faveur des migrants, ça veut dire ceux qui sont parvenus sur
en Europe et les programmes aussi en faveur de ceux qui sont retournés, que l'accent soit mis sur la santé mentale. Je l'ai écrit plusieurs fois, l'échec est traumatogène parce qu'on ne migre pas pour soi, on migre pour une communauté, on migre pour l'instance maternelle. Et dès l'instant qu'il y a échec, l'échec devient tout à fait individuel et le sujet est quelque peu isolé, stigmatisé et bien évidemment, ça impacte sur ses ressources de résilience, sur ses facultés d'adaptation et de réadaptation à sa communauté. Donc, j'insiste beaucoup sur cet aspect-là et en mettant aussi l'accent sur l'économique. Lorsque, je vais être tout à fait anecdotique, j'habite dans un village depuis plus de 30 ans. Il y a 30 ans, nos pêcheurs allaient à peu près à 500 mètres de la côte pour pêcher et ramener de quoi nourrir une grande communauté familiale. Aujourd'hui, ils sont obligés d'aller jusqu'à 200, 300 kilomètres chaque fois qu'ils doivent aller à la pêche. Et pourquoi? Parce qu'il y a une rareté de la ressource halieutique qui est en fait pillée, je dirais pillée, parce que les accords sont tout à fait des accords bizarres, on n'a jamais vu ça, pillés par les chalutiers européens. Et à partir de ce moment-là, les pêcheurs ne peuvent pas trouver la ressource pour faire vivre leur famille. Alors, c'est ce qui explique que parlant simplement de mon village, que cette année, ce sont les pêcheurs eux-mêmes qui sont partis en migration. Donc, de convoyeurs, ça veut dire de capitaines qui convoyaient des migrants, eux-mêmes se sont embarqués cette année en masse pour aller vers les côtes espagnoles. Donc, ça montre que, au-delà de l'arrière-pays, où des crises, la crise économique et la crise de l'agriculture est là, et il y a le fait que aujourd'hui, la crise a atteint les convoyeurs eux-mêmes, ça veut dire que les pêcheurs eux-mêmes, du fait de ces ressources-là qui sont pillées. Autre aspect aussi qu'il faut évoquer, nous sommes, en termes de crise, nous sommes dans le contexte d'une grave instabilité de notre continent. Instabilité amenée par la nébuleuse Boko Haram et les djihadistes, toutes choses que nous n'avions pas connues et qui subitement nous tombent dessus. Et tout le monde sait qu'il y a quelque part des intérêts qui sont derrière ces groupes qui sont armés plus que les armées régulières des pays et qu'à partir de ce moment-là, les populations sont traquées. Les populations sont traquées en termes qu'elles ne peuvent plus vivre, elles sont dans l'errance, et il y a des situations de désorganisation inouïes dans les villes africaines. Aujourd'hui, on retrouve des réfugiés internes, des hommes et des femmes qui ont tout perdu du point de vue de leurs ressources et de leurs moyens de survie. Donc, ces situations de conflit qui ont été alimentées quelque part par la rupture des pactes, parce qu'il ne faut pas l'oublier, l'Afrique compte des milliers d'ethnies, mais nous sommes dans nos contextes culturels, nous avons réussi, tant bien que mal, je dirais, du point de vue de notre culture, nous avons scellé des pactes et des alliances que ces nébuleuses-là, comme je dis, ces gens qui viennent du dehors sont venus désorganiser. Et on voit actuellement des populations qui cohabitent ensemble depuis des millénaires et qui aujourd'hui sont en chaîne de faïence parce que tout simplement, quelque part, on a alimenté l'hostilité entre ces populations. Alors, dès lors, le drame se conjugue en termes de harcèlement, de meurtre, d'assassinat, je dirais, de saccage des biens d'autrui, parce que et aucune communauté dans la bande sahélienne, aucune communauté n'est à l'abri de ces hordes de djihadistes de Boko Haram, soi-disant, et qui harcèlent
et qui, en fait, mettent en péril et la vie des gens et les maigres ressources sur lesquelles les populations comptent. Donc, voilà le tableau et qui, aujourd'hui, en fait, est un tableau tout à fait traumatique pour les populations, qui altère leur santé mentale, mais qui aussi désorganise le tissu social de telle sorte que aujourd'hui, on n'a aucun projet pour un enfant. Les écoles sont fermées. Les écoles sont fermées, il n'y a plus de possibilité d'apprentissage. Donc, les stratégies de socialisation des communautés de base, ces stratégies-là sont mises à mal par ces situations de crise. Donc, voilà ce que je voulais vraiment apporter à ce webinaire, comment prendre en compte la dimension de la santé mentale de ces populations-là, qui sont assaillies de toutes parts par ces nébuleuses et qui contribuent à désorganiser la société, désorganiser tout ce qui est stratégie de socialisation et qui peuvent contenir la vie de nos jeunes enfants. Parce que, encore, il faut le dire, on parle de dividendes démographiques. L'Afrique, aujourd'hui, a 60% qui ont moins de 25 ans et 40% qui ont moins de 18 ans. C'est une dividende démographique extraordinaire sur laquelle le continent pouvait compter si toutefois le continent avait la maîtrise de ses ressources. Mais aujourd'hui, tout le monde sait que l'avidité venue d'ailleurs ne permet pas aujourd'hui de satisfaire à l'obésité d'une demande d'éducation, de santé et j'en passe. Donc, aujourd'hui, il faudrait qu'on mette l'accent sur la maîtrise des ressources sur ce continent-là pour qu'il profite en fait de cette dividende démographique, parce qu'à la fois, ça peut être un avantage, mais nous sommes dans un contexte où c'est comme une bombe à retardement du fait de la paupérisation croissante des populations et qui fonde que dans les stratégies, on voit que les nébuleuses enrôlent même des enfants. Voilà enfin ce que je voulais apporter en insistant, comme je dis encore une fois, sur comment préserver la santé mentale de toutes ces populations migrantes, comment développer des stratégies pour fonder des projets de société en Afrique. Et dans le contexte de stable, de Hola, ¿se me oye? Bueno, ahora que tenemos problemas de conexión y estaba justo terminando su ponencia, entonces pues vamos a tomar 5 minutos de descanso, aprovecho para después seguir con el siguiente tema. Y recordarle también que las preguntas las dejamos para el final de la ponencia y a través de la chat pueden hacer las preguntas. Pues muchísimas gracias, nos vemos dentro de 5 minutos. Qui donc frappe à la porte de ces mondes?
Vamos a Matu, que nos va a hablar del trabajo que están haciendo, la respuesta que están dando desde África, los africanos. Y contamos con doña Alimatu Hassan Bombay, que está también en Níger, que trabaja con jóvenes migrantes. Alimatu es coordinadora del Centro de Protección OIM en Níger. OIM es Organización Internacional de Migración. Es supervisora también psicosocial en proyecto Espoir, Handicap Internacional Maradi. Espoir es la esperanza. Y es experta en dispositivo itinerante de apoyo psicosocial en ONG, Plan Internacional Níger, y también es gestora de actividades para la población en el Ministerio de la Población, de la Promoción de la Mujer y Protección de la Infancia de Níger. Y con Alimatu, pues bienvenida y tiene las palabras. Je suis Alimatu Hassan, assistante protection à OIM Niger au niveau du Centre des femmes et enfants Niamey. Donc, nous allons vous présenter les activités que nous menons au centre avec les migrants qui sont en transit au Niger, et particulièrement à Niamey dans le Centre des femmes et enfants. Nous allons aussi parler un peu des causes et des conséquences de la migration des jeunes, et quelques difficultés que nous rencontrons au centre, des difficultés et aussi quelques solutions. Okay. Donc, OIM Niger est présente et mène différentes activités. Donc, les principales activités mises en œuvre par OIM Niger à travers son programme MRRM, qui est le mécanisme de ressources de réponse pour les migrants. Donc, à travers ce programme, OIM a plusieurs activités, dont des opérations humanitaires, c'est-à-dire les opérations de sauvetage dans le désert, les migrants qui échouent dans le désert. Donc, OIM organise des opérations de sauvetage en collaboration avec la protection civile. Et nous avons l'assistance directe des migrants, l'assistance qui se fait au niveau des différents centres de OIM. Nous avons la protection des cas vulnérables, des migrants vulnérables qui arrivent. Donc, il y a une prise en charge particulière, et que ce soit des mineurs, des enfants non accompagnés, des femmes victimes de traite ou survivantes de VBG, etc. Nous avons les AVRR, c'est-à-dire l'aide au retour volontaire et à la réintégration. Nous avons le suivi des flux migratoires. Okay. Ça se fait au niveau des différents points de sortie et d'entrée des migrants. Nous avons le renforcement des capacités en gestion de migration pour le gouvernement du Niger.
Ça peut être sous forme de formation ou de différents types de collaboration entre OIM et le gouvernement du Niger. Donc, pour ce qui concerne les centres, les centres sont là. OIM a 6 centres au Niger, dont 3 à Niamey, 1 à Agadez, 1 à Arlit et 1 à Dirkou. Donc, ces centres sont dotés de 3 unités permanentes, à savoir l'unité de gestion qui coordonne tout ce qui est administratif. Ça va de l'enregistrement, profilage, accueil, installation des migrants, prise en charge alimentaire des migrants, distribution des kits non alimentaires, souvent aussi les gestions de conflits. Donc, c'est au niveau de l'unité de gestion qu'on gère les conflits entre migrants. Nous avons l'unité protection dont je fais partie. Donc, cette unité a pour tâche de mener des entretiens. Chaque admission qu'on a au centre bénéficie d'entretiens, soit de plusieurs entretiens même. Et ces entretiens se font selon la situation et selon la disponibilité du migrant. Donc, à travers les entretiens, on arrive à établir des fiches de vulnérabilité. Et avec les informations recueillies, nous faisons la coordination avec les pays d'origine pour donner l'information que nous accueillons une telle personne dans notre centre à Niamey ou soit à Agadez, ça dépend de là où l'admission a été faite. Donc, il y a MHPSS. Donc, ça, c'est le psychosocial. C'est une unité qui est chargée de prendre en charge les migrants, de soutenir les migrants, c'est-à-dire le soutien psychosocial. Et aussi, ça dépend, il y a des migrants qui viennent avec des troubles de santé mentale, et donc c'est l'unité MHPSS qui est chargée du suivi. Et les cas qui doivent être suivis du côté psychiatrique, et cela aussi se fait, mais sous référencement de la psychologue ou du psychologue du centre, réfère le cas à la technicienne supérieure en santé mentale. Et donc, elle fait ses entretiens, et s'il y a lieu de stabiliser le cas, donc la stabilisation se fait au niveau des services de psychiatrie de l'hôpital national. Donc, après stabilisation, le migrant est réintégré au centre, entretien, les informations obtenues. Donc, on fait le retracement de la famille, la recherche de la famille en collaboration toujours avec les collègues du pays d'origine. Donc, après ce retracement, si le migrant est stable et apte à voyager, on lance l'organisation du voyage. Nous avons l'unité médicale qui se charge de la prise en charge médicale, du suivi des malades sur diverses formes d'intervention. Cette unité suit les femmes enceintes, les enfants malades, les femmes qui sont à terme
parce qu'elle ne voyage pas, elle reste au centre jusqu'à accouchement. Donc, après accouchement et après un suivi de 1 mois, elles peuvent maintenant rentrer au pays, si tout va bien. Voilà en quelque sorte la présentation de mon centre. Et donc, nous avons des activités que nous menons au centre. Ces activités sont d'ordre ludique, psychosocial. Nous avons des séances de sensibilisation. Nous faisons beaucoup de sensibilisation sur les règlements du centre, sur la vie en groupe, sur les procédures à suivre avant le voyage, sur différents thèmes. Les activités, j'ai déjà parlé des entretiens. On a des entretiens individuels, des entretiens de groupe, des focus group. Les focus group donnent la latitude aux migrants de donner leur avis et de donner leurs plaintes et suggestions sur la prise en charge fournie au centre. Donc là, c'est mené avec l'assistante de protection et la psychologue. Donc, c'est un espace de libre-échange. Les migrants parlent de la prise en charge, du comportement des uns et des autres. Et là, on cherche à améliorer. Il y a différentes activités, comme je l'ai dit. Donc, à l'issue des entretiens, on établit des fiches de vulnérabilité. Et on fait des écoutes actives. On identifie les cas vulnérables. On fait la coordination avec les pays d'origine. On a aussi le maintien des liens familiaux à travers des séances d'appels téléphoniques entre les migrants et leurs familles. Donc, on maintient ce lien-là. Nous avons des distributions des kits non alimentaires, de référencement. En cas de nécessité, peut référer le cas soit à des partenaires comme HCR, on a aussi des séances de jeu avec les enfants dans l'espace ami des enfants du centre. Nous avons des séances de lecture, des contes pour les enfants, des séances de sport, des sorties loisirs. Ça permet quand même de se défouler un peu. Des sorties loisirs soit à la piscine, soit pour aller regarder un film. Donc, on a du sport, des contes, des ateliers d'art-thérapie. Nous avons des séances de fabrication des sacs avec des perles, des bijoux, fabrication de produits cosmétiques. Nous avons des formations professionnelles que nous mettons à la disposition des migrants. Donc, des formations professionnelles sur l'apprentissage de la menuiserie, etc. Nous avons aussi des formations en langue, des formations en informatique, etc. Donc, pour ces formations, dans le but vraiment que ça serve une fois de retour au pays, que le migrant puisse se servir de ces formations pour avoir un métier, en tout cas qui peut le stabiliser chez lui.
Donc, nous savons bien que la migration n'est pas sans conséquences, ou la migration, parlons d'abord des causes de la migration. Ces causes sont de diverses formes. Et il y a la pauvreté qui souvent met les migrants dans des conditions où vraiment ils pensent qu'il faut qu'ils partent du pays, qu'ils sortent, qu'ils aillent en Europe en vue de trouver des ressources pour améliorer leurs conditions de vie et les conditions de vie de leur famille. Donc, la majorité des migrants qui voyagent, qui font la migration, certains sont diplômés. Ils sont diplômés, mais faute de travail, de trouver du travail sur place, localement, ils sont incités ou appelés à faire la migration. Et cela en dépit de tous les dangers qu'ils peuvent rencontrer sur les routes, au pays aussi de destination. Ces migrants sont confrontés à des violences. Certains sont même vendus comme esclaves. Certains sont détenus contre rançon. S'il arrive à payer la rançon, il peut sortir, sinon c'est des tortures. C'est des tortures qui ne finissent pas. C'est aussi des, comment on appelle ça, des ventes de personnes, donc trafic de personnes. Les femmes sont souvent violées, des agressions sexuelles qui se font et plusieurs autres choses. Buenas tardes, pues si les parece ya pasamos a lanzar las preguntas a los ponentes. Voy a intentar ir en orden, ¿vale? Empezamos con Natalie, creo que está conectada, me está escuchando, y le vamos a preguntar, bueno, más que una pregunta es una reflexión que plantean en el chat, y es, ¿movilidad humana en vez de migración es una propuesta viable? Y luego la siguiente, ¿vale? Porque son dos muy similares, y migrar es una alternativa a no coger un fusil. Yo entiendo que esta pregunta la refieren principalmente para los niños y menores en África. Estas dos son las primeras preguntas para usted, Natalia. M'entendez? Oui. Oui. Je sais pas si les deux mots sont, ou les deux expressions sont interchangeables, certainement pas. Le terme de migration ne me choque pas. La migration est quelque chose de naturel. Les hommes migrent depuis que les hommes sont humains, donc ça ne me choque pas. Mobilité, c'est un terme plus vaste qui englobe d'autres phénomènes, mais bon, je pense que c'est, voilà, je sais pas, je pense que l'un ne remplace pas l'autre. Le problème, c'est pas toujours les mots, c'est ce qu'on veut mettre derrière ces mots. Le terme de migration est entaché parce qu'on voudrait faire de la migration quelque chose d'interdit, on fait d'ailleurs de la migration quelque chose d'interdit, d'inhumain, d'injuste. Et alors moi, je travaille aussi sur les mobilités dans l'autre sens, c'est-à-dire pour les jeunes depuis l'Europe depuis la France jusque dans d'autres pays européens ou pas. Et on appelle ça mobilité. C'est très positif, c'est très valorisé. On n'arrête pas de dire il faut qu'ils partent, il faut qu'ils y aillent, il faut qu'ils se socialise, comme disait tout à l'heure le professeur. Et voilà, le terme de mobilité, c'est hyper positif. On parle de migration, tout de suite, on se referme. C'est quelque chose d'interdit, de mauvais, de mal. C'est là que je m'interroge. C'est quel est le message politique qu'il y a là-dessous?
Donc les mots sont importants, il faut voir ce qu'ils cachent comme réalité. Je ne sais pas bon, s'il faut échanger ces mots-là. Toujours est-il qu'actuellement, ils ne veulent pas dire exactement la même chose. Et quand on parle de mobilité, c'est positif. Quand on parle de migration, a priori, c'est négatif. Enfin, c'est comme ça que je le reçois. Muchísimas gracias, Natalie. Sobre todo por eso, por insistir en que el problema no está en el nombre que le demos, sino en la connotación que con ello hagamos. La siguiente pregunta, voy a poner una pregunta que yo creo que es un poco para todos, ¿vale? Los que estamos, los panelistas, no solo los ponentes también, ¿vale? Sino las personas que conformamos también Redca. Nos plantean en el chat, leo textualmente, que de acuerdo al momento actual en el que vemos nuestra juventud africana, su futuro y el nuestro, salir hasta perder la vida buscándose un porvenir mejor y con las esperanzas por el suelo, ¿qué podemos esperar con este seminario? Más allá de nuestras palabras y los planteamientos que presentamos en este momento, en el seminario, ¿qué planteamos para ello? Me encantaría escuchar la opinión de Teo en esto, la verdad. Porque yo creo que esto más que para los ponentes, es para la organización de Redca. ¿Te referías a mí, Eli? Sí, sí. Bueno, yo la pregunta de movilidad humana y emigración es porque las palabras connotan y denotan. La palabra migración se ha convertido en un hándicap negativo. Igual habría que emplear la movilidad humana como algo normal, sin connotación. La gente se mueve y cada vez moverá más, porque podemos vivir en París y trabajar en Níger, vivir en Níger y trabajar en París por vía telemática, por ejemplo, y eso tiene un concepto de migración y de movilidad, es lo que quería señalar. Pero a mí me preocupa más lo que dijo ella cuando planteó o emigrar o coger el fusil, y me dio un vuelco el corazón, y me parece que, no sé, si ella pudiese aclarar esa expresión, porque me ha pasado con la gente de Mali precisamente aquí, que vienen huyendo de no ser reclutados por las líneas salafistas que están en la guerrilla. Respecto a la pregunta que hizo esa persona a la red colaborativa, yo creo que, bueno, pues este seminario puede servir como un medio para conocer la situación actual de los migrantes, porque ya todos nosotros sabemos lo que actualmente es la situación de las personas migrantes y las condiciones, cómo llegan, las causas, los problemas, y allí ver también todo lo que encuentran. Entonces, a través de este seminario, nosotros lo que pretendemos, por lo menos, que los participantes o las personas que no han podido estar y escucharlo a través de otra persona, conocer la realidad, conocer realmente a esas personas. Cuando ven un migrante, saben lo que es detrás de esta persona para poder ayudarlo, porque al final, si quiere ayudar a una persona, tiene que conocerlo, tiene que saber exactamente su objetivo. Y por lo tanto, pues nosotros desde Redca iniciamos los seminarios como sensibilizar, y después después de eso cada uno tendría, bueno, la posibilidad de ubicarse y saber más o menos cómo atender a esa persona. Es uno de los labores que hacemos dentro de Redca, y hay otro tipo de trabajo también que hacemos en cuanto a colaborar con las entidades, con las asociaciones, para buscar una solución a ese fenómeno. Natalie, creo que antes iba a responder a la pregunta de Teo.
Por favor. Oui, Por favor. je peux. Oui, alors je voulais dire que nous aussi, ça nous inquiète depuis très longtemps. C'est pas seulement ces dernières années. On a commencé à travailler sur cette problématique-là en 2012. Donc au moment où effectivement il y a eu ce conflit, on a vu effectivement que les routes migratoires se fermant vers l'Europe complètement. Les jeunes qui ne trouvaient plus d'alternative, finalement, ils ne pouvaient plus partir. Ils se sont mis à se poser des questions sur le fait éventuellement de prendre les armes, de partir vers le nord. Mais ce n'était pas une volonté religieuse, ce n'était pas une volonté non plus politique, c'était simplement possible, c'était une alternative, partir vers le nord à ce moment-là, c'était comme ça, 2012, hein. On est en 2021, 2012, on s'est inquiété là-dessus, on a travaillé là-dessus, on a même publié à partir de paroles de jeunes et de mères une pièce de théâtre qui s'appelle Les Désenfantés, qui faisait référence à ça, c'est-à-dire à cette volonté de partir et de prendre les armes, parce que finalement c'était quelque chose de très flou, c'était pas partir faire le djihad comme on l'imagine, comme on l'a imaginé après, comme c'est devenu en Europe assez, voilà, on en a parlé après en Europe, mais bien plus tard. C'était finalement trouver une voie pour faire quelque chose de sa vie, pas rester assis sur le trottoir à monnayer son quotidien comme ça sans savoir rien faire. Et oui, effectivement, c'est triste, c'est terrible, mais c'est une alternative. Quand c'est pas parce qu'on veut faire du mal, c'est pas parce qu'on veut tuer machin, c'est parce qu'on va nous donner un petit peu de sous, c'est parce qu'on va effectivement avoir un statut social. Voilà, et c'est quelque chose qui existe, enfin qui existait, qui existe toujours. Et effectivement, c'est des choix qui sont faits par défaut. C'est pas du tout une volonté comme ça de partir, de prendre les armes et de devenir terroriste. Mais dans la réalité, quelquefois, ça s'est passé comme ça. Comme se passait aussi d'autres choses, c'était les mamans qui avaient révélé ça, c'était les trafics de drogue, les trafics qui existaient aussi et qui étaient devenus aussi des alternatives à quoi? Au néant. Au néant qui était la vie de ces jeunes-là. Parce que qu'est-ce qu'il faut offrir aux jeunes? Il faut leur offrir une vie digne. Donc, il faut qu'ils trouvent sur place une vie digne. Voilà. Et ça, c'est important. Comme quand ils arrivent chez nous ou quand ils sont dans ces entre-deux, dans ces espaces de transit, il faut aussi qu'ils aient des vies dignes, ce qu'ils ne trouvent pas forcément. Et puis, il faut qu'ils se reconstruisent. J'étais très aussi, voilà, je trouve ça aussi très important. Ils ont tous besoin de se reconstruire. Ils ont traversé des épreuves épouvantables. Ils sont loin de chez eux et parfois ils sont partis, mais la mort dans l'âme, ils n'avaient pas forcément envie de partir. Donc ce qu'il faut leur offrir, c'est effectivement voilà, des vies dignes et la possibilité effectivement d'être mobile, d'aller chez eux, de revenir, de vivre tout simplement. Voilà. Et pourtant, c'est rien moins que simple. Hein. A continuación voy a proceder a dar paso a las preguntas para el profesor Mo, que espero que se haya podido conectar, de lo contrario ya sigo con la siguiente ponente, ¿vale? Estas son las que se habían planteado en este momento para él, si este tipo de migraciones pueden referirse a los efectos secundarios de la colonización y del neocolonialismo globalizado. Y plantean también si lo sucedido con los niños en Ceuta, qué consecuencias pueden tener para su futuro, tanto... C'est une évidence. ¿Me escucha, profesor? C'est une évidence. Je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ahora perfecto. Comienzo con las preguntas nuevamente. ¿Le parece? Empiezo, por si no me escuchó, ¿vale? Plantean en el chat si este tipo de migraciones pueden referirse a los efectos secundarios de la colonización y del neocolonialismo globalizado. También plantean los niños, lo que ha pasado con los niños de Ceuta, qué consecuencia a nivel emocional puede tener para ellos lo sucedido y qué soluciones plantean desde la Unión Europea frente a este fenómeno. Estas son las 3 preguntas para usted, profesor. Tiene el micro desactivado ahora. Vous m'entendez parfaitement. Merci. C'est une évidence. C'est une évidence
que l'Afrique, qui est le berceau de l'humanité, qui au XIIe siècle a mis en place la première convention relative aux droits de l'homme et qui après a été assaillie par l'esclavage, 1200 ans d'esclavage arabe, plus de 3 siècles, je dirais, d'esclavage transatlantique. Mais que cette Afrique-là, et il faut y rajouter la colonisation là, que cette Afrique-là ait perdu le sens. Ces trois, et le néocolonialisme, comme vous l'évoquez, c'est-à-dire que la période actuelle où les États sont tout à fait des États croupions, des États qui sont des États satellites de d'autres pays, et des États qui n'ont pas de projet de société, des États qui ne sont pas engagés à servir les besoins de leur population. Mais voilà un halo de problèmes qui dure depuis bientôt 8 siècles, je dirais même 10, et qui n'en finit pas d'installer le désastre. Je pense que c'est Nathalie qui disait tout à l'heure, mais lorsque ces jeunes gens ne sont plus contenus au sein d'institutions, ni écoles, ni institutions traditionnelles. Lorsque les stratégies de socialisation sont en faillite, mais il y a tous les possibles. Il y a tous les possibles. L'instabilité qui a été créée en Afrique et qui est voulue, mais cette instabilité-là a de la ressource humaine en termes que les jeunes gens, ils sont valorisés lorsque ils peuvent s'enrôler dans ces nébuleuses Boko Haram et djihadistes. C'est là où je dis, combattre le djihadisme, c'est offrir des alternatives, offrir une vie digne, inscrire ces jeunes gens dans une trajectoire de vie normale. On connaît la réponse en réalité. On connaît la réponse. Si on veut la paix, il faut construire. Il faut la construire. Et comment la construire? C'est amener ces jeunes gens dans des écoles pour qu'ils deviennent savants, les amener dans des unités d'apprentissage pour qu'ils contribuent à construire l'avenir de leur pays. Donc, l'histoire est une histoire dramatique qui se poursuit et à laquelle il faut mettre un terme. Lorsque vous parlez de Ceuta, j'ai suivi le problème. Je suis persuadé qu'il y a quelqu'un dans le webinaire qui pourrait en parler mieux que moi, mais j'insiste sur le désastre que nous subissons en Afrique, désastre qui est tout à fait organisé, où les États, ça veut dire les gouvernements actuels, ont une grande responsabilité. Bien souvent, c'est des satellites de gouvernements occidentaux ou d'intérêts occidentaux. Et là où les populations se réveillent, bien souvent, ça prend une orientation tout aussi dramatique en termes de prise d'armes ou enrôlement dans des groupements qui sont tout aussi des groupements satellites d'intérêts tout à fait étrangers. Parce que les jeunes gens que je connais sur ce continent-là, ils n'ont jamais été dans une posture djihadiste, islamiste. C'est faux. C'est tout à fait la paupérisation, le sentiment de désespérance qui configure les attitudes de prise d'armes et qui aussi légitime quelque part, je dirais, la prise d'armes. Donc, les questions idéologiques sont arrivées pour légitimer, en fait, une situation de paupérisation et de manque de perspective. Muchísimas gracias, profesor Mor. Las siguientes preguntas son para Alimato y están relacionadas. A ver, ¿me escucharon? Espero que sí, porque empecé con las preguntas para Alimato. Las preguntas para ella están relacionadas con los centros que mencionó. Se refieren a cómo se financian y si hay coordinación con el resto de centros en África,
si se lleva a cabo un seguimiento después de la salida de cada recurso, cuánto tiempo puede permanecer una persona en un centro, si es de libre acceso, y cuánto tiempo puede permanecer en total en todo el itinerario. No sé si en este momento tenemos conexión con Alimatu. Vale, veo que no, por lo que vamos a proceder a dar paso a Sor Ana María Cabrera, que va a cerrar el evento. Me gustaría agradecerles a todos las reflexiones compartidas en el chat, las preguntas, y aquellas que no hayan podido ser resueltas de esta manera, intentaremos, si el dato del nombre que aparece aquí corresponde con los correos que tenemos de partida, intentaremos hacerle llegar la respuesta. ¿De acuerdo? Por parte de los ponentes. Muchísimas gracias. Buenas tardes. A la colaboración del Cabildo a través de la persona de Carmelo, de su consejería, para poder realizar este seminario, y bueno, a todos los que están implicados en la organización, ¿no? Hasta en el tema digital. A mí me ha impresionado la fuerza de las palabras de apertura de este seminario de Carmelo. Ha presentado una realidad fuerte de lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces no me voy a detener en ello, pero creo que de ahí salen grandes retos, y por eso me parecía muy interesante la pregunta que hacía una de las personas que está compartiendo el seminario, ¿no? Que no sea este seminario solo cátedra y aprender, sino como qué nos lleva a hacer, ¿no? Me parece que es un reto interesante, ¿no? Porque lo que sí es cierto es que según nos han presentado los ponentes, en sus países se están moviendo, tienen constancia de la realidad que existe y están intentando dar respuesta. Y nos lo han hecho ver, ¿no? Con las experiencias que han tenido en mano, ¿no? Con los estudios que hace el profesor Moore, su ONG y bueno, los otros ejemplos que hemos visto, ¿no? A mí me parecía muy bonito cuando decía, creo que ha sido el profesor Moore, ¿no? La movilidad de un sitio para otro, se hacía comercio por todo el continente, lo de la frontera era algo relativo, ¿no? ¿Por qué ha dejado de ser relativo este tema de las fronteras? ¿Por qué hemos ido poniendo puertas, ¿no? ¿Y por qué existe un norte y un sur? ¿Por qué somos capaces de quitarle las riquezas a otros países? ¿Por qué los pescadores que pescaban tan cerca de su costa ahora no pueden hacerlo porque otros le quitamos el pescado, ¿no? Surgen tantos interrogantes que a la vez nos plantean muchos retos. Y yo me quedo, a mí me ha gustado mucho cuando ha dicho Natalie, hablando de una chica, me perdí un poco, si era chica o chico, ahora no me acuerdo, pero cuando dijo, me voy, no he tirado la llave porque quiero volver a mi casa. Qué bonito sería que esto lo pudiéramos decir desde cualquier sitio. Porque nuestra casa, ¿cuál es mi casa? Pues allí donde puedo encontrar lo que necesito para vivir dignamente, que tendría que ser cualquier parte del mundo, ¿no? ¿Dónde está mi casa? Pues en el mundo. ¿Cuál es mi casa? En el mundo, sin fronteras, ¿no? Pues que no sea tanto pensando en por lo que dejo, sino que nuestra ideología, nuestro pensar, después de acercarnos a las realidades, pues sea eso, ¿no? Pensar en un mundo globalizado, pensando que es la casa común, y no un mundo globalizado solo para la injusticia, como ha dicho Carmelo,
o para otro tipo de cosas. Bueno, solo no, hay otras más cosas, ¿no? Pero que a lo mejor en la globalización se está fomentando este tipo de cosas, ¿no? Pues bueno, que esta llave no cierre ninguna puerta, que cada vez que salgamos, donde sea, donde tengamos que ir cada uno, pues sea que voy con mi llave a mi casa, ¿no? Y creo que eso es desde ahí, desde donde tenemos que ir viviendo cada uno. Muchísimas gracias y feliz continuación del día. Akalon kalanya nu fe, donia ya nu fe, nga barata nu nye. Uye sira danye, kante do ubara, uye giri ajidanye, kante teme katu fe.